Ok, alors allons-y pour la deuxième partie. Alors, Genesis, ça fait un bout que je l'entends parler. Quand ils ont annoncé qu'ils allaient faire cette affaire-là, j'ai été charmé tout de suite. Mais dans mon vidéo en anglais, je vais en parler avec Ivan Podway, mais Ivan Mike. Mais moi, je suis pas un grand fan des jeux universels qui font tous les genres, tu sais, un genre de toolbox, là, une boîte à outils qui fait n'importe quelle expérience, parce que c'est pas vrai qu'ils vont faire n'importe quelle expérience. C'est-à-dire que le design, souvent, il va être général, universel, il va être assez général et assez universel pour être capable de à peu près reproduire n'importe quel genre ou thème ou style de jeu au sens large. Fait que ça fait en sorte que tu n'auras pas de sous-système spécialisé, designé spécifiquement pour créer l'expérience que le jeu intentionnellement propose déjà à la base. Puis c'est ça moi qui m'intéresse le plus. Mais c'est parce que Genesis, c'est le fameux système qui est à la base de Star Wars Edge of the Empire avec les dés narratifs. Puis ça, c'est. Genre, je voulais l'essayer, je voulais le tester, puis je me suis dit, ben, tu sais, tant que. À me procurer un jeu universel, euh, ben, autant mieux prendre celui-là, c'est le meilleur des deux mondes pour moi, parce que ça va me permettre de découvrir le fameux système à la base de Edge of the Empire, étant donné que j'avais pas acheté celui-là pour mon Star Wars. Et, tu sais, moi, l'autre que j'ai, le seul, c'est le Fate, là, qui est là. Puis, je l'ai déjà essayé, je l'ai déjà testé. Je sais que ça fait, c'est bon pour faire du pulp et tout. Mais celui-là semble être un petit peu plus développé, beaucoup plus précis. Il a l'air d'offrir plus de profondeur. Alors, en gros, c'était pour ça. Puis, je me suis dit, c'est toujours bon d'en avoir un qui est capable de peut-être faire un peu plus que ce que Fate propose, entre autres, là, pour aller, des fois, faire des one-shots ou faire des petites campagnes en deux trois games là, en abordant un genre par exemple que j'ai pas dans ma collection entre autres. Là. Alors Genesis, j'ai bien hâte là, avant de pouvoir jouer sans me prendre les fameux dés. De là aussi un de mes attraits, l'idée que le jeu demande d'avoir des dés particuliers, c'est un autre petit plus qui m'intéressait. Là. Ok, alors ça fait un petit bout que je me l'ai procuré. Dans le fond, moi, j'avais fait un review pour le jeu Mifarog fait par Varg Vikernes à compte d'auteur. Puis, j'ai toujours pas testé le jeu en tant que tel. Puis ça, c'est un supplément pour faire du post-apocalyptique. Puis moi, pour post-apocalyptique, j'avais dans ma collection déjà Apocalypse World. Puis, Apocalypse World, c'est un jeu qui est particulier, il est plutôt narratif, il est plutôt très. Il gère les situations de façon abstraite. Mais celui-là, il est le jeu de Mifarog. C'est un jeu qui est à la base fait pour le fantasy, mais qui est assez générique pour pouvoir s'appliquer à du post-apocalyptique. Et la raison pourquoi je m'étais procuré ça, d'un, c'est un supplément qui est vraiment pas cher, puis qui est fait pour être joué avec le système de base là, de Mifarog. Mais c'est parce que le designer, Varg Vikernes, c'est un survivaliste. C'est un individu qui est engagé dans le mouvement survivaliste, qui fait des vidéos là-dessus, qui s'y connaît, qui est très, très, très intéressé par ça, qui est passionné par ça. Et il y a toutes ses recherches, tout le fruit de ses connaissances sont mis là-dedans pour créer une expérience de post-apocalyptique très proche du survivalisme là, de la réalité, parce que c'est un jeu à la base, Mifarog, qui est très précis dans ses règles et dans sa manière de fonctionner, pour vraiment simuler un peu la réalité. Là. C'est un peu ça, lui, qui le fait triper comme designer. Puis, ce supplément-là, quand il est sorti, j'ai juste pas hésité. Alors, aussitôt que je le teste, je vais faire un review et je vais vous en parler. Puis, je me disais que c'était quelque chose qui m'intéressait peut-être un peu plus, mettons, pour tester Mifarog que le setting de base. Là. Alors voilà, puis derrière le processus de design là, de Varg Vikernes, il y a beaucoup de recherche. Puis ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans son style pour présenter des jeux. Alors voilà. The Coming. Ça ici, c'est pas un jeu, je le mets là parce que je vais en parler éventuellement dans le moment à venir, parce que j'y tiens. Là. C'est un supplément écrit par le designer de Torchbearer, Thor Lajud. Puis un des membres de l'équipe de Burning Wheel me l'avait envoyé par la poste à un moment donné pour que j'en parle, puis je fasse un review, puis que je le teste. Alors, Dro,
Dans mon vidéo en anglais, je vais en reparler, mais je t'ai pas oublié. Je vais tester ça éventuellement. Il a l'air vraiment cool, là. C'est parce que Torchbearer, c'est un jeu qui est très technique. Puis ce qui est le fun, c'est que ce supplément-là, c'est adapté vraiment au système de Torchbearer. Il a été monté, il est présenté, il est vraiment nice. Là, avec une petite map à l'intérieur et tout, là, pour vraiment adapté à Torchbearer pour vivre l'expérience de Torchbearer comme tel que voulu par design. Ok, alors, celui-là, ça fait un petit bout que je l'ai. Puis ça, c'est nostalgique, puis c'est parce que du fantasy, j'en ai en masse. Là. Celui-là, la particularité, il y a la nostalgie de l'œil noir. Ça, c'est sûr. Il y a aussi le fait que c'est un design qui est très, très singulier, très intéressant, qui a un fanbase, là, comme il y a des fans derrière l'œil noir depuis le début. Ça, je pense que c'est la 5e édition. Il y a des gens qui prêchent pour ce design-là, qui l'adorent, puis qui sont vraiment vendus, puis qui en parlent comme quelque chose de vraiment puissant, puis de très élégant et tout. Puis le jeu, quand tu le regardes à l'intérieur, là, je veux dire, c'est écrit petit, puis il y a beaucoup de pages, là, puis il y a beaucoup de règles, puis il y a beaucoup de sous-règles, puis de différentes interprétations, différentes manières de faire. Puis moi, j'avais connu l'œil noir quand j'étais jeune. C'est un peu avec ça, puis les jeux de rôle, défis fantastiques, etc. Là, c'est ce qui m'a amené vers le jeu de rôle. Puis j'aimais les histoires, puis j'aimais le setting de l'œil noir. Puis quand j'ai réalisé en fait que c'était un vrai comme setting, puis un vrai jeu de rôle de table là, allemand, tout ça, je me suis dit, ouais, je vais checker. Puis j'ai vu qu'il y avait une nouvelle édition. À ce moment-là, il y avait une nouvelle édition qui était en train d'être produite. Puis j'ai attendu qu'elle sorte et je me l'ai procurée. Puis j'aimais le format aussi, petit livre comme ça. Super beau produit, bien fait, tout en couleur, de qualité. Puis moi, ce jeu-là, c'est pour. Bon, de un, c'est pour en apprendre sur son design, que j'aimerais ça le jouer. Mais c'est surtout son setting. J'aimerais ça le jouer dans le setting. Rester proche du setting parce que c'est un setting qui est riche et qui est super intéressant. Puis j'aime aussi le character creation, la possibilité les personnages que tu crées avec ce jeu-là sont super. Il y a beaucoup de profondeur dans la character creation, c'est très 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 détaillé. Puis j'aimerais ça voir de quoi ça donne ça en jeu, un personnage comme ça, mécaniquement. Mais en gros, c'est ça. Nostalgie, puis le setting et voir qu'est-ce que le design, qu'est-ce que c'est spécial, tu sais. Puis j'ai lu un peu, puis j'ai cru comprendre, c'est assez, surtout pour les combats, là, c'est assez comme blow by blow, en tout cas, je vous reviendrai quand je l'aurai testé. L'œil noir, Dark Eye. Oh, ça. Vous savez que, ceux que ça fait longtemps qu'ils m'écoutent, vous savez que j'ai Shadowrun, un love and hate, j'ai un amour-haine avec Shadowrun. En tant que jeu, j'adore le setting. C'est pas mon préféré pour aller faire du cyberpunk, mais Shadowrun, c'est Shadowrun. Puis moi, je m'étais procuré la 4e édition, le 20e anniversaire. Puis c'est le premier jeu que j'ai appris par tout seul, puis que je runais comme maître de jeu tout seul, avec un groupe d'amis et tout ça. Fait que il y a une place particulière dans mon cœur. Mais j'ai jamais été un grand fan du système. Avec les dice pools, puis les modificateurs, puis les mathématiques qu'il faut que tu fasses. Et là, ils ont fait, quand il y a eu l'espèce de mouvement là, des jeux indépendants plus narratifs, beaucoup plus freeform, qu'on passe on donne du pouvoir narratif aux joueurs, puis ça se promène autour de la table, cette narration-là, etc. Ben, ils ont décidé d'arriver avec un truc qui s'appelle Shadowrun Anarchy, qui est comme une version un peu narrativiste, où c'est que le GM il a un rôle particulier, il y a des règles particulières qui s'appliquent à lui, les joueurs ils ont un rôle particulier, tout le monde il y a un tour de table, il y a tout un protocole pour jouer le jeu qui crée une collaboration autour de la table de façon vraiment intéressante. Puis le jeu n'est pas très épais, hein? C'est comme... Alors, je suis très curieux, j'ai entendu toutes sortes de commentaires par rapport à ça, mais c'est certain que si j'ai à rejouer du Shadowrun, je voulais me procurer quelque chose qui m'intéressait, puis ça, c'est ça vers quoi j'irais. J'ai pas eu le temps de le lire encore, alors je peux pas vous en parler bien plus, mais honnêtement, là, moi, Star Shadowrun, c'est 2 livres, c'est ça, puis le World Almanac, dans le fond, qui est le setting au complet.
Mais en tout cas, je vous en reparle quand je le vois. Mais ça, c'est l'idée vraiment de la modernisation du hobby. J'en avais parlé là, quand ça sortait, puis 7th deuxième édition. Ça fait partie un peu de ce mouvement-là. Où c'est qu'on mélange un peu le design des jeux traditionnels avec la nouvelle manière de faire des storytelling games. Alors, je vous en reparle. Ok, ça, ben écoutez, Mossguard deuxième édition. Quand j'ai su que ça s'en venait en boîte, là, en box set, le produit est tellement beau, avec des belles cartes et tout. J'ai adoré la série en bande dessinée, puis je suis un gros fan de Luke Crane. Ce que je voulais dans le fond avec ce jeu-là, c'est ce que j'aime de l'approche de Mossguard, c'est que c'est designé pour recréer un graphic novel, un peu pareil comme Burning Empire. Alors à chaque fois que tu joues, quand le jeu, son intention, c'est vraiment l'expérience que tu vas avoir, c'est un graphic novel qui s'inscrirait canon dans la série Mossguard, qui n'a pas beaucoup de livres d'ailleurs. Alors moi, ce que j'aimerais faire un jour, c'est m'asseoir avec des joueurs pour arriver et dire, bon, qu'est-ce qui se passe avant? On fait un prequel avant la série, après, pendant, puis on se fait un nombre de sessions prédéterminées, puis on dit, bon, on run canon une histoire de la série entre nous. Alors voilà, Mossguard, je vous reviendrai si je le fais. Ok, 7th, il en reste juste 2, je vais essayer d'accélérer un peu. 7th deuxième édition, je l'ai joué, j'en ai pas encore fait de review. Alors lui, il est dans ma liste de review, d'ailleurs, comme tous ces jeux-là sont dans ma liste de review. Je vais faire un review complet éventuellement, bientôt, parce que je l'ai joué, je l'ai testé, je le connais bien, puis je l'adore. C'est fait pour faire ça, c'est mon jeu de swashbuckling, entre autres. Dans un univers de 7th, je le joue tout le temps dans le setting de 7th, parce que c'est un super beau setting, vraiment cool. Puis ça, ben, je l'avais backé en Kickstarter, fait que j'ai reçu tout ce qui venait avec, puis c'est un excellent jeu. Le design, le système de ça, c'est juste malade, là. C'est super inspirant, puis j'ai une petite playlist sur ma chaîne d'ailleurs que vous pouvez regarder, où c'est que j'en parle quand même pas mal. Puis c'est juste que je trouve pas souvent de personnes pour jouer, puis le genre en tant que tel, c'est pas trop souvent pour moi. En fait, de temps en temps, j'aime ça, le swashbuckling, mais je suis pas comme un grand fan de ce swashbuckling. Alors voilà, c'est une deuxième édition. Un autre jeu de la mouvance moderne, entre autres. Là. DCC, ça, là, ça fait longtemps que j'en entends parler. Écoutez, la première année que je faisais du vlog, il y avait des grognards de la communauté YouTube, là, de la RPG Brigade, qui n'arrêtaient pas d'en parler. Ça venait de sortir. Puis, c'est un jeu OSR. Ça, c'est la 4e version qu'ils font là, de ce jeu-là. Je l'avais backé sur Kickstarter, entre autres, là, puis quand je l'avais vu. Puis, lui, c'est parce qu'il premièrement, ça me prenait un OSR, un dungeon crawl là, typique, classique. Ce qui est cool, c'est qu'il y a un système de dés vraiment intéressant, super simple. C'est un jeu qui est fidèle à ses racines, là, les racines des jeux old school là, des premières générations là, de Donjons Dragons, entre autres. C'est super difficile là, de progresser, les personnages sont faibles, ils meurent souvent, il faut en face d'autres, etc. Puis c'est juste génial. Puis le jeu, ce qui est cool, c'est qu'il est module-based. Ça, c'est une autre affaire que je voulais essayer aussi dans le hobby, c'est que ce jeu-là, il propose de se jouer sur fond de modules qui sont tous désignés comme des donjons, essentiellement, puis qu'ils sont ratés selon le niveau que tes personnages. Fait que tu as des modules, mettons, niveau 1 à 3, ou des modules niveau 5 à 8, mettons, puis le trip, c'est genre de réussir à survivre, puis de passer à travers les modules, puis de dire « Hey, t'as-tu fait celle-là? T'as-tu ton badge? T'as-tu passé à travers? » Puis mettre ton sticker sur ta sheet comme « Hey, on l'a fait celle-là. » Puis c'est comme ça un peu que ton personnage il évolue quand il réussit à survivre, parce qu'ils peuvent devenir assez efficaces puis puissants dans le jeu, éventuellement. Alors bref, ça c'est sûr que j'aimerais l'essayer un de ces 4 là, pour du fantasy, parce que ça a l'air trop écœurant, parce que je l'ai lu, j'ai checké les règles, ça a l'air vraiment nice. J'aime que l'approche aussi aux classes de personnages dans ce jeu-là. N'étant pas un grand fan de classe, celui-là il offre de quoi de vraiment cool. Alors. Bref, voici c'est quoi que j'ai dans ma bucket list pour la prochaine année. Sinon, là, je les ai pas avec moi, mais ça s'en vient dans la malle. J'ai backé un Kickstarter d'un jeu qui s'appelle Esoterica,
qui est un genre de jeu un peu pour faire de l'ésotérisme, là, style à la Mythos, mais qui est pas nécessaire, qui est un petit peu plus ouvert, qui n'est pas nécessairement centré sur Mythos. Une autre variante du D6 système. Fait que quand j'ai vu ça, ça m'a tout de suite intéressé comme produit. Je vous en reparlerai quand je l'aurai. J'ai aussi dans la poste A Thousand Sun, qui est un autre jeu de sci-fi que je voulais me procurer pour être capable de faire d'autres choses que du Traveler. Puis quand j'ai entendu parler de A Thousand Sun, j'ai tout de suite été intéressé, tout de suite été curieux, parce que je voulais aussi me procurer Eclipse Phase, la deuxième édition, mais je suis comme pas capable de la trouver en livre. D'ailleurs, si jamais il y a quelqu'un qui est au courant, comment je pourrais me procurer Eclipse Phase deuxième édition en livre, j'aimerais vraiment ça le savoir. Je leur ai envoyé un courriel, mais ils m'ont jamais répondu. Puis j'avais pas backé le Kickstarter. Alors je sais pas trop si ça va être possible un jour. Mais si vous savez, j'aimerais ça savoir. Aussi pour les joueurs francophones, s'il y en a qui sont intéressés par les jeux que j'ai proposés, que j'aimerais jouer dans la prochaine année, ben si ça vous tente de vous joindre à moi, puis laissez-moi savoir dans les commentaires, parce qu'on pourrait éventuellement peut-être se monter un groupe puis faire une couple de sessions d'un de ces jeux-là que j'ai mis dans la liste. Alors voilà, ben merci beaucoup d'avoir été patient, puis j'essaierai de refaire une autre vidéo en français éventuellement. Si jamais vous avez des demandes ou des idées pour des thématiques en français, laissez-moi savoir, ça va peut-être m'encourager à en faire plus régulièrement. Ok, salut, bye!